ministère des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information a procédé au lancement officiel des travaux de construction du backbone national, à savoir la dorsale nationale à fibre optique ce lundi à Conakry. Ce méga projet couvre essentiellement la construction des installations de télécommunications telles que la fibre optique dorsale, le site de transmission, le centre de données et le centre de contrôle de réseau. Huawei va pleinement démontrer dans le projet une expertise professionnelle dans le domaine de réseau fédérateur national. Par ailleurs, Huawei ne doit pas décevoir les attentes et la confiance du gouvernement ainsi que le peuple de Guinée. Pour l'ambassadeur de Chine, la réalisation de ce plus grand méga-projet de télécommunication va permettre de connecter la Guinée à la sous-région et au monde et va davantage réduire de façon drastique les coûts des services. Le volume d'investissement total de ce projet s'évalue à 238 millions de dollars américains, dont 90% est financé par le gouvernement chinois sous forme de prêts préférentiels. Construit par la société chinoise Huawei Technologies, ce projet d'une durée de 2 ans, qui est le plus grand projet en matière de télécommunications jamais réalisé dans l'histoire de la coopération entre la Chine et la Guinée. Le ministre d'État des Postes et Télécommunications met l'accent sur la dimension du projet et son enjeu pour la Guinée. Les nouvelles routes de futur sont de plus en plus d'autoroutes de l'information. En effet, ces autoroutes sont des infrastructures à fibre optique qui assurent une très grande rapidité de communication, facilitant ainsi les rapports rationnels entre les populations, raffermissement du climat des affaires et, plus important, la sauvegarde de la sécurité des personnes et de leurs besoins et de leurs biens. C'est dans ce cadre que se situe ce vaste chantier dont le lancement qui vous est soumis aujourd'hui et qui constitue la gigantesque toile qui représentera ce réseau avec ses 4000 km de fibre optique et reliant l'ensemble des préfectures et des sous-préfectures de notre pays. Il est revenu au Premier ministre d'effectuer le lancement des travaux de construction du backbone de la dorsale nationale à fibre optique qui, après son installation, permettra à la Guinée d'avoir un haut débit, de la large bande et la grande connectivité à coût réduit. Le rôle des institutions d'enseignement supérieur dans la promotion des droits des consommateurs est le thème de cette conférence de presse, animée ce lundi par le directeur général de Conakry Business School, une nouvelle école supérieure de commerce international, de gestion et de management aux normes internationales. C'est partant du constat que le droit des consommateurs n'étant pas pris en considération en Guinée que cette nouvelle école envisage d'insérer ce cours dans son programme d'enseignement. On a voulu pour cet aspect des choses, montrer comment la Conakry Business School allait tenir les promesses qu'elle fait à ses étudiants et aux parents d'étudiants, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans d'études à Conakry et à Accra, ils seront directement admis en master en France, en Angleterre ou au Canada ou aux États-Unis d'Amérique. Les consommateurs ne connaissant pas leurs droits sont confrontés à d'énormes difficultés. La Direction générale de Conakry Business School, en partenariat avec l'Association des consommateurs de Guinée, se veut à travers les programmes d'enseignement dans les institutions supérieures offrir une place à la promotion des droits des consommateurs. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, les 8 droits fondamentaux du consommateur se trouvent ignorés par l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi nous avons jugé utile de venir vers les instituts d'enseignement supérieur, les universités, les instituts et les grandes écoles, afin de discuter les questions des consommateurs et afin de les amener à inscrire dans leur cursus le droit des consommateurs. Il faut noter que cette nouvelle école fonctionne en réseau à l'international et donc basée sur la réussite à 2 certificats internationaux, un bachelor et un master occidental.
L'association des jeunes filles pour la promotion de l'espace francophone a procédé à l'inauguration de son tout nouveau centre dénommé Madame Sultan Adja Mariama Traoré ce samedi à Boké et par la même occasion lancer les activités de son projet d'appui à l'autonomisation de la jeune fille. Pour la présidente de la dite association, cette initiative permet de lutter contre la pauvreté et concourt à l'émancipation de la femme. En fait, l'idée qui nous a animés à initier ce projet, c'est qu'en 2010, on avait organisé un forum national d'où toutes les régions administratives étaient représentées par un échantillonnage de jeunes filles. Donc là, Boké a fait une recommandation axée sur la pauvreté. Comment combattre la pauvreté? C'est vraiment en créant des centres d'insertion pour les jeunes filles, mais c'est aussi en faisant des innovations. Innovations allant dans le sens vraiment à emmener les jeunes filles dans des filières où d'habitude elles n'osent pas aller. Et ça, c'est l'agriculture pour nous. Le chef de service de la coopération et de la culture, représentant de l'ambassadeur de France, souligne que c'est une aide apportée aux jeunes pour le développement en milieu rural. On est très content que ça ait eu lieu puisqu'on a financé le projet. On est plein d'espoir. En plus, on a visité donc les ateliers de couture et de coiffure et maintenant on est dans les champs. Et on se dit que c'est une aide apportée à des efforts qui sont faits par la population guinéenne et par les autorités pour développer l'emploi des jeunes et notamment des jeunes filles en milieu rural. Fortement mobilisée pour encourager et soutenir les initiatives qui pérennisent les actions et les idéaux de Mme Sultan Adja Mariama Traoré, la famille Sultan, par la voix de la ministre de l'Agriculture, a transmis la satisfaction de toute la famille. L'autonomisation de la jeune fille a été le leitmotiv de celle-là à qui on a bien voulu donner le nom de ces centres, Madame Sultan Adja Mariama Traoré. Sa vie durant a œuvré et elle a cru en la jeune fille guinéenne, mais la jeune fille africaine. Et donc pour moi c'est un honneur, c'est une grande joie de voir que des générations bien plus jeunes que nous essaye de perpétuer cet idéal, de faire que la jeune fille d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, la jeune guinéenne, soit une jeune fille qui lève la tête, qui regarde droit devant elle et qui sache que rien n'est impossible. La réalisation de ce nouveau centre, Mme Sultan Adja Mariama Traoré, s'est élevée à hauteur de 15 000 €, soit environ 150 millions de francs guinéens. Dans un premier temps, le centre reçoit des jeunes filles pour l'apprentissage de la couture, de la coiffure et elle développe aussi la filière maraîchère. Il est à noter que la famille a fait un geste de 6 millions de francs guinéens au centre. Contrairement aux années précédentes, l'école guinéenne n'a pas vu ses portes ouvertes en début d'octobre cette année. Cela est dû à la présence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans le pays. Au marché Madina, les vendeurs de secs, tenues scolaires et fournitures scolaires ne sont pas d'humeur. Suite à la propagation de cette épidémie dévastatrice à virus Ebola, elle continue non seulement à endeuiller beaucoup de familles, mais aussi se répercute négativement sur la bonne marche de l'économie. Du moment que les points ne sont pas mis sur les i par rapport à l'ouverture scolaire, comment serait-il possible que l'achat de ces marchandises se fasse comme il se doit? Alors, toute leur prière est que le gouvernement guinéen arrive à circonscrire l'épidémie et à bouter la maladie hors du pays. Car, avec cette crise sanitaire, ces commerçants ont du mal à écouler leurs marchandises. À cet état, ils souffrent énormément. Singira ko dere biton fa li to ni sarama fayndira mais gileri min kana reso mona kina bidin gawo so de ko dere bife adat mo fala sinde donc fo dat rafala ge bola feba singenu école bala école ran bala ngibe manu ki ke firi ali manen sare bar so folo ma fangira mais gibi yasi depuis dat sa sare no so folo don roti ka fe magbile mo musa se comprend fe mo ga ma kite do mo yire be sare muna. Plus loin, cet autre ressent exactement la même chose. Si le taux de clientèle était élevé auparavant, il rappelle que cette fois-ci, c'est tout à fait le contraire. Parce que Singira, il a fallu ouverture dans l'IFE, mois d'août, Ali Massare Barso Folo Momabe. Parce que fourniture sera élevé, appareil femme, fourniture sera bon. Depuis national, Gibia Sitan, non, ça va pas. Amala Magandina, Nagana Jebola Fekui. Mbara la Magandi, Mbarla Gine Kabiri Magandi, Biringa Duba.
Par ailleurs, cet étudiant déplore la situation actuelle du pays. Il pense que nous sommes en retard et en a marre de ces vacances forcées. Et les vacances, là, on en a suffisamment marre maintenant. Si on connaissait la date officielle, ça nous ferait réellement plaisir. Nous sommes en retard par rapport à nos autres camarades des autres pays. Par contre, cet autre étudiant pense qu'il est vraiment nécessaire de combattre d'abord cette maladie, car c'est la priorité des choses. Moi, je pense que la priorité des choses, c'est de voir d'abord l'épidémie qui se passe, parce qu'il va falloir voir la maladie en temps réel avant de voir les autres choses, telles que les ouvertures de classes et autres. Cependant, le ministre de l'enseignement pré-universitaire doit prendre toutes ses responsabilités pour ne pas que ce chômage continue et qu'on s'achemine vers une année blanche. S'agissant des regroupements, partout dans les boîtes de nuit, maquis, plages, autour du thé, les marchés sont des lieux de frottement. Pourquoi pas la rentrée scolaire? Des feux d'artifice pour une victoire annoncée, celle de Béji Caïd Essebsi. Devant son QG de campagne dimanche soir, la fête bat son plein. Les électeurs du parti anti-islamiste Nida Tounes laissent éclater leur joie. On adore tous Essebsi, tout simplement, on est heureux, on est content. Pendant longtemps, on ne s'est pas amusé, ça suffit l'ennui, les visages tristes, ça suffit tout ça. Aujourd'hui, c'est le commencement de l'avenir. Nous espérons que nous serons ensemble. Nous saluons notre peuple, les femmes, les hommes, les filles. Pour les partisans de Nida Tounes, cette élection marque la fin de l'ère islamiste, symbolisée par l'alliance entre le parti Ennahda et Moncef Marzouki. On a presque perdu 3 ans avec quelqu'un qui... J'ai aucune idée comment il est arrivé à la présidence de la République. Heureusement, il y a eu les élections. Comme prévu, les deux sont arrivés au second tour et le meilleur a gagné. Reste à savoir qui est le meilleur. Car devant le QG de campagne de Moncef Marzouki, on célèbre aussi la victoire. Selon son équipe, il est trop tôt pour se prononcer. L'écart entre les deux candidats étant très serré, quelques milliers de voix à peine. Annoncer la victoire est un manquement à la démocratie et nous devrions attendre si nous voulons être un État de droit. Je voulais vous dire que nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. La Tunisie a gagné. Vous avez gagné. Depuis 5 ans, depuis que le dollar du Zimbabwe a été abandonné au profit de plusieurs devises étrangères, les consommateurs devaient souvent se résigner à accepter des bonbons en guise de monnaie. L'équivalent de 10 millions de dollars de pièces de monnaie spéciales devrait améliorer cette situation. Mais à ce jour, l'appétit des marchés pour ces disques de métal ne s'est pas montré à la hauteur des attentes du gouvernement. Dans les rues, les avis sont partagés. C'est une bonne chose. Au moins, les gens n'auront plus à renoncer à leur monnaie. Nous les acceptons ici. Ils auraient dû mettre en place ces pièces bien avant, lorsque rendre la monnaie était un vrai et grand problème. Nous serions déjà en train de les utiliser. À mon avis, ça n'est pas la solution, ce sont juste des jetons, car on ne peut pas les utiliser en dehors du pays. Pour le Zimbabwe, c'est un bon début si nous les utilisons pendant une durée limitée. On doit attendre de voir comment le marché réagit. C'est bien car on peut obtenir toute sa monnaie. De plus, c'est une pièce zimbabwéenne. C'est bon pour nous d'avoir notre propre monnaie, d'avoir une pièce nationale. Mais ici, on craint que ces pièces de monnaie marquent les premiers pas vers une réintroduction d'une monnaie nationale. Une éventualité démentie par la Banque centrale, mais son communiqué ne parvient pas à convaincre tous les Zimbabwéens. Aujourd'hui, ils commencent avec des pièces, puis viendront les billets. Et peut-être qu'après, il n'y aura plus de devises américaines ou sud-africaines. La situation est très délicate à l'heure actuelle. La Banque centrale n'a pas notre confiance. Des millions de Zimbabwéens ont vu leurs économies fondre lorsque le dollar du Zimbabwe s'est effondré. Et l'amertume de cette période n'a toujours pas disparu. Chat échaudé craint l'eau froide. Il faudra beaucoup de persuasion. Depuis jeudi, les pièces de monnaie sont distribuées par les banques. Il semble qu'elles ne s'écouleront pas facilement avant que les marchés se montrent plus confiants et soient disposés à reconnaître leur valeur.
Le poulet flambé ou grillé est très apprécié au Burkina Faso. D'après le ministère des Ressources animales, les Burkinabés consomment en moyenne 30 000 poulets par jour. Ces 4 dernières années, le pays a organisé un festival annuel de la viande et du poisson grillé. Le ministère de la Santé a tenu à former tous ces grilleurs ici présents pour qu'ils soient vraiment armés de connaissances et dans la pratique qu'ils les mettent en pratique lors de la transformation de ces produits. Donc ils sont là tous les matins pour tourner et se rassurer que ces transformateurs-là vraiment se protègent, tiennent compte des normes d'hygiène. Il y a 152 personnes qui participent à l'événement cette année. Le festival est considéré comme la meilleure opportunité d'encourager les gens à manger de la viande et à montrer que toute la viande n'est pas infectée par Ebola. C'est comme si les gens n'étaient pas informés, c'est pas trop ambiancé comme on l'espérait. Mais on espère que d'ici le week-end là, on aura du monde. Et quand on a eu à s'inscrire, on nous a d'abord dit qu'on ne vend pas les aliments de la bouche. Donc tout ce qui est viande de la bouche, là, nous on ne vend pas ça. Nous on vend les produits ordinaires, viande de bœuf, mouton, poulet. Les gens viennent accueillir, quand ils viennent premièrement, on prend soin d'eux. On fait premièrement, ils vont bien désinfecter. On met d'abord de l'oignon, puis là tu laves bien, voici les pochettes, tu les nettoies très proprement, quand de commencer à manger. Mais il y a des gens, effectivement, quand ils viennent là, ils veulent se précipiter sur la nourriture. C'est à nous de leur dire non. Il faut prendre soin des mains d'abord. Nous avons eu à désinfecter les donc avant de commencer à faire quoi que ce soit. Lorsque nous allons bien vouloir nous retirer de là, juste à la sortie, c'est ce que nous allons tenter d'observer cette règle d'hygiène. Voilà, qui sera une fois de plus utilisée. Le comité d'organisation fait face à une tâche titanesque pour assurer l'hygiène des aliments lors de l'événement, à l'heure où 3 pays d'Afrique de l'Ouest luttent encore contre l'épidémie d'Ebola. L'acte est délibéré. Hier soir vers 20h dans les rues de Dijon, un homme entame une course folle au volant de sa voiture. Il fauche volontairement 13 piétons. Et là, une voiture sur le trottoir m'est passée devant le nez. J'ai tourné la tête à gauche pour voir les gens qui criaient. J'ai vu quelqu'un couché par terre et j'ai vu cette voiture donc passer sur le trottoir qui n'est pas large. J'ai vu quelqu'un d'allongé tout de suite, oui. Donc là, j'ai compris que la personne avait fauché au minimum une personne. Le conducteur, un homme de 40 ans, traverse 5 rues du centre-ville à toute allure. Après une demi-heure de course-poursuite, il est arrêté par la police sans aucune résistance. Il aurait crié à plusieurs reprises « Allahu Akbar, Dieu est grand ». L'homme aurait même dit avoir agi pour les enfants de Palestine. Il y avait une gilet là-bas, blanche, et puis un truc comme ça. Et puis je l'ai vu par terre. J'ai vu les policiers l'ont menotté, et puis il a des mots bizarres, et puis c'est ça. Et puis Allahu Akbar, je dis ça, que ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça, et puis il a répété pas mal de fois, et puis ça y est, il était par terre, et puis ils l'ont menotté, il est parti. Le conducteur a immédiatement été placé en garde à vue. Ce midi, Bernard Cazeneuve appelle à la prudence quant aux motivations de ce geste. La justice a bien entendu immédiatement été saisie. Seules ces investigations pourront déterminer les motivations exactes de cet acte et établir si le discernement de son auteur n'était pas altéré. Aujourd'hui, ces motivations ne sont pas établies. 7 des 13 victimes sont toujours hospitalisées. Aucun pronostic vital n'est engagé. L'enquête criminelle a été confiée à la police judiciaire de Dijon. Dans quelques heures, il sera livré à son premier client, Qatar Airways, le premier d'une longue série. L'A350, le dernier né d'Airbus, va enfin prendre son envol. Une prouesse technologique et déjà un succès commercial avec 778 commandes. Fabriqué à partir de matériaux composites, l'avion sera plus léger et donc moins gourmand. À la clé, une économie de 25% de carburant. Un argument de poids pour le constructeur européen dans un marché pour l'instant dominé par son rival, Boeing et son 787 Dreamliner. Des matériaux nouveaux comme le carbone, des hublots élargis, une meilleure insonorisation, l'A350 préfigure l'aéronautique de demain,
plus confortable et plus économe. Car l'enjeu est colossal, avec un marché estimé à 1000 milliards de dollars sur les vols long courriers, la réussite commerciale de l'A350 est cruciale pour Airbus. Le premier vol commercial de l'A350 aura lieu le 15 janvier. Il reliera Doha à Francfort. À Karachi, la communauté chrétienne a revêtu les couleurs de Noël pour dénoncer le massacre de l'école de Peshawar. Sur leur pancarte, on pouvait lire « Unis dans le deuil et le chagrin ». Le message est bien plus radical à Lahore, dans le nord du pays. Écraser les talibans, pendez les terroristes. Nous pensons que ces terroristes sont les premiers ennemis de l'humanité. Avec cette manifestation, nous voulons montrer notre solidarité avec les martyrs qui ont donné leur vie pour cette cause. Et la nation pakistanaise tout entière est avec l'armée pour éliminer ces terroristes de la pire espèce. Au lendemain de l'attaque de Peshawar, le gouvernement pakistanais avait annoncé la levée du moratoire sur les peines de mort pour les crimes liés au terrorisme. Au moins 6 détenus talibans ont déjà été exécutés et l'enquête pour retrouver ceux à l'origine du massacre avance, selon le ministère de l'Intérieur. Quelques suspects ont été mis en garde à vue. Je ne révélerai pas leur identité, mais nous avons un bon nombre de suspects qui étaient des interlocuteurs en quelque sorte. Et les interrogatoires se déroulent de manière très positive. L'armée a également intensifié ses offensives contre les talibans. En attaquant l'école militaire, ces derniers ont déclaré vouloir se venger suite aux opérations menées dans leur fief du Nord-Waziristan. L'armée a déclaré y avoir tué quelques 1200 rebelles. La police de New York unit pour un dernier hommage aux 2 agents assassinés en service samedi après-midi, tandis que les corps quittent l'hôpital de Brooklyn. Wenjian Liu, jeune marié, avait 32 ans. Rafael Ramos, 40 ans, était père de famille. Ils ont été abattus de sang-froid par surprise dans leur voiture stationnée dans ce quartier populaire. Ils ont été assassinés, visés parce qu'ils portaient l'uniforme. L'assassin pris en chasse se réfugie ensuite dans une station de métro où il se suicide d'une balle dans la tête. Ismail Brinsley, 28 ans, membre du gang de la guérilla noire, avait posté cette menace sur Internet. Aujourd'hui, je vais envoyer des cochons au paradis. Ils ont tué l'un des nôtres, tuons 2 des leurs. Un message en référence à Eric Garner, un Afro-Américain tué lors d'une interpellation en juillet à New York. La communauté noire condamne ce climat de vengeance. Ce n'est pas à nous de prendre les choses en main. Cela ne résoudra en rien le problème des bavures policières. Nous ne voulons pas de l'engrenage de la violence. Mon mari n'était pas un homme violent. Nous ne voulons pas voir la violence associée à son nom. Le président Obama a condamné inconditionnellement l'assassinat des 2 policiers, plaidant pour le rejet de la violence. Cela fait déjà 10 ans, mais pour elle, c'est comme si c'était hier. Cette immigrée birmane sortait juste de la maternité, son nouveau-né dans les bras, quand un mur d'eau s'est abattu sur elle avant d'emporter son bébé. 2 autres de ses enfants ont disparu dans le tsunami de 2004. Quand je travaille, je peux oublier ce qui s'est passé. Mais quand je vois les autres familles partager un repas avec leurs enfants, je me sens si triste. Je ne peux pas l'oublier, ne serait-ce qu'un jour. Mité travaillait dans une usine de poissons quand le tsunami a frappé. Quelques 2000 Birmans auraient alors trouvé la mort en Thaïlande. Un chiffre invérifiable, car nombre d'entre eux étaient en situation irrégulière. Et les caméras de télévision étaient alors plutôt braquées sur les touristes balayés des plages. Ils sont peut-être vivants, comme on n'a pas retrouvé leur corps. Ils sont peut-être avec d'autres gens. Peut-être qu'ils apparaîtront un jour, comme il y a des réfugiés. Peut-être que mes enfants sont là-bas. Je continue de le croire, alors je ne peux pas quitter cet endroit. Ces travailleurs immigrés constituent une main-d'œuvre bon marché pour l'industrie de la pêche. Nombre d'entre eux étaient près de la côte lors du passage du tsunami.
La plupart des immigrés travaillaient dans les usines de poissons ou sur les chantiers de construction près des plages. Alors beaucoup ont été tués. Après le tsunami, des médecins légistes sont venus du monde entier pour tenter d'identifier les corps et les rendre aux familles. Une tâche complexe, nombre d'immigrés étaient illégaux et plus de 2500 d'entre eux ont été expulsés de Thaïlande après le drame. Des centaines de cadavres non identifiés ont été enterrés dans ce cimetière en attendant que des proches viennent les réclamer. Depa vient de récupérer la dépouille de son père. 10 ans après, je l'ai enfin vu. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux. Je suis à la fois heureuse et triste. Je n'ai jamais su ce qui est arrivé à ma mère et à ma sœur. Mité et Depa ont toutes deux refait leur vie en Thaïlande. Mais à l'approche du 10e anniversaire du drame, leurs souvenirs douloureux rejaillissent.